Juan Vasquez. Bonjour, je suis Claude Lortie Et nous vous présentons notre travail sur le Big Data. L'histoire de la conservation des données remonte aussi loin que l'âge de pierre. Au fil du temps, les méthodes ainsi que les raisons pour garder nos traces et habitudes de vie ont beaucoup changé. Avant l'ère moderne, les documents étaient écrits dans des tablettes d'argile par des scribes du Proche-Orient. Après, les scribes de l'Égypte antique ont gardé leurs données comptables, religieuses et historiques sur des papyrus. Par la suite, les clercs du Moyen Âge, souvent sous l'autorité politique, ont su transmettre savoir, connaissances et histoire grâce à leurs manuscrits. C'est durant la révolution industrielle du 19e siècle et l'invention de la première machine à papier en continu que la sauvegarde sur papier s'est démocratisée. D'autres supports ont par la suite su être utilisés comme la pellicule dans le domaine photographique, le bois et la toile dans le domaine de l'art et les disquettes dans le domaine de l'informatique. Aujourd'hui, grâce à la numérisation des données, à l'Internet et aux technologies de base de données comme le SQL, que différents champs professionnels ont trouvé un support flexible et facile d'accès. C'est justement la popularité du support numérique et la collecte toujours grandissante des données de tout genre que le Big Data est né. L'avènement du Big Data fait en sorte qu'aujourd'hui, les méthodes scientifiques sont obsolètes. Il y a près de 800 ans, la science pouvait être décrite comme empirique, soit une science qui s'appuyait sur l'expérimentation et l'observation. Par la suite, il y a 500 ans, on a vu arriver la science théorique. Celle-ci se base sur l'étude d'une hypothèse par l'analyse des données pour ainsi conclure la fausseté ou vérité d'une théorie. L'informatique a permis la simulation des phénomènes complexes que les autres méthodes n'arrivaient pas à expliquer. Aujourd'hui, on peut parler de l'e-science ou l'exploration des données. L'exploration des données fait en sorte qu'on n'a plus besoin de se fier uniquement à la science pour trouver réponse. Dès par l'étude d'un comportement humain, animal ou naturel, la science est en mesure d'expliquer le pourquoi. L'approche de l'e-science est plutôt plus directe. Celui-ci n'a pas besoin d'expliquer le pourquoi. La perspective d'un scientifique est de reconnaître que la corrélation n'est pas une causalité et qu'aucune conclusion ne doit être retenue d'une simple relation entre X et Y. En contrepartie, il doit connaître le mécanisme qui unit les deux variables. De son côté, le Big Data permet de dire qu'une corrélation est suffisante et qu'on n'a pas besoin de connaître le modèle qui unit les deux variables. Comme l'expression le dit, les mots parlent d'eux-mêmes. Okay. La quantité de données emmagasinées dans le Big Data est tellement grande que la méthode traditionnelle de traitement de l'information ne peut s'y appliquer. Les systèmes d'information fonctionnent depuis fort longtemps en utilisant un processus fort simple. Input, processing, output. On connaît les données, on applique un processus de traitement et on obtient un résultat anticipé. Pour ce qui est du Big Data, c'est tout autre. On applique un processus pour découvrir les données. On peut ainsi identifier une structure dans l'ensemble et cette structure qui va permettre de classer l'information et en extraire des connaissances. Dès le début des années 2000, une des premières applications développées pour le traitement de masse d'informations l'a été pour le CERN. Le CERN, qui est l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, basée en Suisse. Les physiciens du CERN utilisent depuis 50 ans les ordinateurs pour traiter et partager les informations. D'ordinateurs centraux immenses, au partage par réseau avec l'arrivée de l'Internet, sans oublier le processus de traitement différé sur plusieurs ordinateurs. Maintenant, ils utilisent l'info nuagique, le cloud. Toutes ces évolutions ont permis le développement d'applications capables de répondre à leurs besoins et ceux-ci sont immenses. Le Grand Collisionneur de Hadron, Large Hadron Collisionnaire ou LHC, situé de part et d'autre sous les frontières de la France et de la Suisse, accélère les faisceaux de particules et enregistre le résultat de ces collisions. Des centaines de millions de senseurs prennent les mesures de 600 millions de collisions à chaque seconde sur des milliards de protons, et ce, pendant des heures. C'est du Big Data. Les bénéfices de la fouille de données ont trouvé preneur dans deux domaines, dont la première étant celle de la science.
La collecte de données est un puits sans fin pour les scientifiques, qui peuvent avoir accès à une quantité infinie et constamment mise à jour. Le deuxième bénéfice est purement économique. Avec la constante collecte de données dans les réseaux sociaux, les historiques de navigation et les applications mobiles, les compagnies ont accès en temps réel à toutes sortes d'informations sur leurs usagers. Cette information leur permet d'améliorer l'expérience client et de fournir un service personnalisé selon l'habitude d'usage. Le meilleur exemple de l'exploitation du Big Data est sans aucun doute la compagnie Google. Celui-ci est en mesure d'offrir des services qui lui rapportent des gains de près de 50 milliards de dollars par année. En analysant les données récoltées par leur Big Data, ils peuvent entrevoir une tendance chez leurs usagers que d'autres compagnies n'auront pas remarquée. On peut dire que le Big Data devient alors un outil indispensable au 21e siècle. Selon l'article The Zettabyte Era Trends and Analysis de Cisco, des services vidéo sur demande vont pratiquement doubler d'ici 2019. Pour comprendre l'ampleur du trafic causé par la vidéo en continu, on peut prendre en exemple Netflix et ses presque 66 millions d'utilisateurs à travers le monde. À lui tout seul, il occupe 33 % du trafic de l'Amérique du Nord. Un autre acteur majeur de la vidéo en continu est YouTube, avec ses 100 heures de nouvelles vidéos par minute à chaque jour. Pour mieux visionner l'impact du vidéo on demand, en 2019, celui-ci sera l'équivalent de 7 milliards de DVD par mois. Les entreprises, plus précisément les banques, démontrent beaucoup d'intérêt dans le Big Data. En fait, celle-ci se trouve juste après les réseaux sociaux, Google et autres poids lourds du web en ce qui concerne le volume des données qu'ils détiennent. Elles sont en mesure de récolter des données grâce au paiement par carte de crédit, retrait bancaire, interaction avec le service à la clientèle et autres. De manière générale, le volume de données générées par les entreprises à travers le monde augmente de 20 % à chaque année et demie. En 2020, il y aura 450 milliards de transactions d'affaires sur Internet par jour. L'open data. Le développement de l'open data s'est orchestré dans une mouvance déterminant que les données publiques constituent un bien commun. Ce sont des données numériques ouvertes à tous, mais à certaines conditions. Elles peuvent être publiques, provenant des gouvernements, des organisations mondiales telles l'ONU, l'OMS, le FMI, ou d'organismes privés comme les centres de recherche, les universités, les musées. On peut avoir un accès total ou limité à ces données. Les informations peuvent être structurées ou non, et les droits d'utilisation peuvent être limités. Il y a des mouvements mondiaux et nationaux qui en font la promotion, tels l'Open Knowledge Foundation. On peut y retrouver des données sur le transport, la cartographie, les statistiques, la géographie, la sociologie, l'environnement, l'exploration spatiale et encore le juridique. Et aussi des œuvres littéraires, artistiques et scientifiques, œuvres cinématographiques, dessins, photographies, cartes, sites Internet, etc. Au Canada, les gouvernements ont instauré des sites pour rendre disponible l'information. Prenons l'exemple de Montréal, où on retrouve sur leur site Web 189 fichiers structurés selon les règles d'utilisation du Creative Commons Licensee 4.0. On y retrouve des données sur des sujets comme le transport, les données financières, l'environnement et plein d'autres. Les données commencent à être accessibles et elles vont le devenir de plus en plus. L'exemple de la Société nationale des chemins de fer français est très intéressant. Cette société a lancé un concours pour le développement d'une application mobile pour améliorer son service. À partir des données disponibles, un étudiant a produit une application qui permet de savoir le taux d'utilisation des wagons en temps réel et ainsi de se rendre compte que si l'on attend le prochain train, on aura une place assise. Il a par la suite fondé une start-up qui produit ce logiciel. À quand de tels concours pour les étudiants au Québec? Ce ne sont pas les idées qui manqueraient. Mais on sait que dans notre monde, ce sont les résultats monétaires qui importent. Alors, citons le cas de la Grande-Bretagne. Le croisement des données ouvertes a permis une diminution de 30 % de la facture de consommation d'énergie dans les bâtiments publics en seulement 2 mois. Aujourd'hui, plus de 20 milliards de photos ont été téléchargées dans les serveurs d'Instagram. Du côté de Twitter, c'est 255 millions d'usagers actifs qui envoient près de 500 millions de tweets à chaque jour.
Avec plus d'1,5 milliard d'usagers à travers le monde, Facebook se place en tête de peloton dans la collecte d'informations de ses usagers. Les objets connectés. Ce sont des objets qui sont dotés d'une puce de communication et qui fournissent des informations via un réseau Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee ou par la téléphonie. Ces objets sont de toutes sortes et ont la capacité soit de transmettre l'information ou d'être contrôlés. Ils agiront dans les domaines de la domotique, la robotique, les vêtements, la médecine, les autos, etc. On prévoit que d'ici 5 ans, il y aura 50 milliards d'objets connectés. Allez voir sur YouTube la vidéo que nous avons produite sur ce sujet. Il porte le titre « L'Internet des objets » et voici le lien. Mais comment traiter ces informations? Les enjeux sont énormes, ils sont big. Pour bien les retenir, utilisons l'image des 4 V. Donc, V pour volume, variété, vélocité et véracité. V pour volume. La quantité d'informations à traiter est énorme. On parle de l'ordre des états octets, donc 10 exposant 21. Il y a le V pour variété. Ce sont des informations qui proviennent de plusieurs sources, souvent sous forme de tables, tel un chiffrier, avec un nombre variable de colonnes. Il faut les regrouper et en chercher la signification, et ce, sur des milliers de serveurs en même temps. V pour vélocité. En plus d'être traitées en même temps, il faut qu'elles le soient rapidement, car elles sont fréquemment renouvelées et deviennent rapidement obsolètes. Et le dernier, V pour véracité. Il faut aussi s'assurer que l'information est véridique en éliminant ce qui n'est pas pertinent et qui peut fausser le résultat. Le processus se fait en 5 étapes. On commence par faire la sélection des données. On traite les données brutes pour en extraire les données visées. Les données visées sont alors épurées. On détermine les données hors normes et on recherche les données manquantes. Ces données épurées sont alors traitées. On les normalise et on détermine les corollaires. Ces données traitées sont alors modélisées en utilisant plusieurs algorithmes de classification. Les données modélisées sont alors interprétées pour que nous puissions en saisir le sens et les connaissances. Et tout ce processus est continuellement repris. À cause de sa nature non structurée, les données se trouvant dans des big data ne peuvent être entreposées dans des bases de données conventionnelles. C'est dans ce contexte que le NoSQL entre en jeu. Avec une structure non relationnelle, ce système de gestion de bases de données sert surtout à manipuler des très grandes quantités de données. Ses performances sont si convaincantes que les grandes compagnies comme Google, Amazon, LinkedIn, Facebook et autres utilisent tous des systèmes de gestion de bases de données NoSQL. Ce type de base de données gère l'information de manière horizontale en relâchant les conditions fortes de transactionnalité, soit les transactions atomiques, cohérentes, isolées et durables. De type open source, le NoSQL est non relationnel, fonctionne dans un environnement cluster et il n'a pas besoin d'un schéma pour fonctionner. Présentement, on trouve 4 catégories de NoSQL. Clé-valeur est la plus populaire et peut comporter des milliards d'entrées. Celle-ci peut être un simple tableau associatif avec des données entrées en temps réel. Les modèles orientés colonnes stockent les entrées par colonne et non pas par ligne. Le nombre de colonnes peut varier pour chaque enregistrement. La base orientée documents sert à stocker des documents semi-structurés dans des formats XML ou JSON. Comme son nom l'indique, il sert surtout à gérer des documents. Le dernier modèle est la base de données orientée graphe. Celui-ci est conçu pour modéliser des structures de données relationnelles aussi diverses qu'un réseau social. Terme introduit par Martin Wattenberg en 2005, le Social Data Analysis est un terme utilisé pour l'analyse des données récoltées à partir des réseaux sociaux grâce à des méthodes d'analyse sophistiquées. Le Social Data Analysis comprend 2 parties. La première consiste à la collecte des données à travers les sites des réseaux sociaux. La deuxième partie est l'analyse de ces données à travers des méthodes sophistiquées sur des données récoltées à temps réel ou presque. À chaque seconde, ce sont des milliards de documents de toutes sortes qui sont emmagasinés dans des serveurs, dans des centres de données. Ce sont les data centers.
nos conversations téléphoniques, nos transactions bancaires, nos courriels, etc. En plus des réseaux sociaux, il y a aussi les émissions de télé, les films, les bibliothèques, les musées qui numérisent leur contenu. En France, l'Institut national de l'audiovisuel numérise en permanence 100 chaînes de télé, 20 postes de radio, 11 000 sites Internet. En une année, ce sont des millions d'heures de programmes et des milliards de pages web. En plus d'avoir numérisé tout le patrimoine audiovisuel du cinéma, de la radio et de la télé de l'ère prénumérique. Les data centers sont des monstres, immenses, énergivores, protégés comme des bunkers. Ils abritent tout le savoir moderne, toute la mémoire du monde. Les données sont automatiquement dupliquées et selon les niveaux de sûreté, ils peuvent transférer les copies dans d'autres data centers. Ils sont énergivores. À eux seuls, les centres de traitement de données produisent 2 % de toutes les émissions de carbone de la planète, l'équivalent de tout le secteur de l'aviation. L'ensemble des technologies de l'information consomment à elles seules 10 % des ressources énergétiques de la planète. Les 4 grands de l'info nuagique contrôlent 80 % du contenu du Big Data. Ce sont Amazon, Google, Apple et Facebook. Heureusement, ces entreprises tendent à se délester des énergies fossiles. Apple, par exemple, utilise 100 % d'énergie renouvelable. Facebook, 49 %, Google, 46 %, mais Amazon, seulement 15 %. Et on ignore ce qu'il y en est des autres. Le Québec pourrait faire bonne figure dans ce domaine avec des excédents en hydroélectricité, énergie renouvelable et un climat tempéré en été et froid en hiver. Mais n'empêche que si rien n'est fait, la croissance anticipée des besoins énergétiques pour maintenir le réseau Internet est telle que, selon le professeur Andrew Ellis de l'Université Aston, il y aura blackout en Angleterre en 2035. La demande dépassera alors la capacité du pays à produire de l'électricité. Selon les estimations de Green Touch, un consortium d'industriels et d'universitaires auquel participe l'INRIA, qui est l'Institut national de recherche en informatique et en automatique de France, les marges de manœuvre de l'industrie en matière d'économie d'énergie sont considérables. Je les cite. « Nos travaux montrent qu'il est possible de diminuer par un facteur de 1000 la consommation électrique d'Internet tout en garantissant la qualité du service. Autrement dit, on pourrait avoir en 2020 un réseau qui consomme 90 % moins qu'en 2010, même avec l'explosion du trafic. Les clés de cette maîtrise de la gourmandise énergétique d'Internet sont nombreuses. Diminution de la consommation des appareils, organisation plus décentralisée du réseau, mais aussi optimisation des logiciels et des applications qui fonctionnent sur les appareils. Et les emplois dans tout ça. Le traitement des données, la gestion du Big Data semble être l'avenir économique de la société au même titre que le pétrole l'a été au siècle dernier. Et je cite, « Data is the new oil » de Andreas Weigand de l'Université Stanford. The future belongs to companies and people that turn data into products. Mike Lockheeds, de O'Reilly Media. The ability to take data, to be able to understand it, to extract value from it, to visualize it, to communicate it, that's going to be a hugely important skill in the next decades. Al Varian, économiste en chef de Google. Selon le US, donc on parle des États-Unis, selon le US Bureau of Labor Statistics, McKinsey Global Institute Analysis, les métiers seront multidisciplinaires et nécessiteront des gens avec de fortes capacités analytiques dans le domaine des statistiques et de l'intelligence artificielle, des gestionnaires de données et des analystes informatiques, des gens capables de créer les environnements techniques nécessaires à supporter ces traitements. Un autre enjeu est la pérennité de l'information. En plus d'amasser de jour en jour des masses énormes d'informations, le problème de la capacité de stockage est réel. Un disque dur a une durée de vie utile de 5 ans, un DVD de 15 à 20 ans.
Un SSD, 6 ans en écriture, 50 ans en lecture. Il faut donc optimiser les ressources selon l'usage. Mais pour ce qui doit être conservé au-delà de cette durée, pour l'archivage, qu'en est-il? D'autres technologies sont à l'essai, notamment en utilisant le saphir et le titane. C'est la nanoforme. Des disques optiques sur lesquels sont gravées les images et qui peuvent être lus comme le sont les microfiches, à partir de lentilles. Ces disques ont une durée de vie de 1000 ans et peuvent endurer 1200 degrés Celsius. Cette technologie a ses limites. Ça prend 8 heures pour écrire 4 gigs et ça coûte des milliers d'euros. Ce n'est pas le Pérou, mais la recherche continue. Une autre avenue est l'utilisation des nanotechnologies. En utilisant les 0 sur des carbone 12 et les 1 sur des isotopes 13, il est estimé qu'environ 2 téraoctets suffiraient à mémoriser tous les textes, images et sons utilisés en moyenne annuellement par un être humain, comparativement à 1,8 zétaoctet actuellement. Donc, on parle d'un facteur de 1 pour 1 milliard. Et pourquoi ne pas faire comme le cerveau? Conserver le collectif et oublier le superflu. Et la vie privée dans tout ça. Roland Barthes définissait la vie privée comme cette zone d'espace, de temps où je ne suis pas une image, un objet. Et si l'on s'en tient à cette stricte définition, nous n'avons aujourd'hui plus aucune vie privée en ligne et hors ligne. Pire, y a-t-il possibilité de totalitarisme de la part des entreprises? Écoutez ceci. La société de contrôle est accomplie lorsque ses membres se confient sous l'impulsion de besoins personnels, lorsque la peur de dévoiler sa sphère privée est remplacée par un besoin impudique de s'exposer au grand jour. Cette citation est tirée du livre « Dans la nuée, Réflexions sur la numérique » de Byung-Chul Han. Bof! Depuis le 1er mars 2012, Google se donne le droit de recouper tous les renseignements, des plus banals aux plus confidentiels, associés aux activités Internet dès lors que nous accédons à un site via un compte personnel. Gratuit, Google? C'est surtout très payant.